Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 2-0 à domicile face à Bologna. Ouverture du score de Leao du plat du pied à la 21e minute sur passe de Ketelaere. But de Giroud d'une belle reprise à la 58e sur passe de Leao. À mes côtés ce soir, Aristide, Feli et Erko. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Aristide, deuxième victoire milaniste cette saison. Nous attendons ton verdict. Deuxième victoire milaniste, deuxième après l'Udinese, le match d'ouverture, mais deuxième victoire compliquée, parce que franchement, à la fin de la première mi-temps, moi je me suis demandé ce que je foutais encore devant ma télé, parce que le match était quand même assez insipide, on balançait de longs ballons devant. Finalement, c'est Leao qui était pas du tout en vert depuis le début du match, qui nous délivre d'un très beau but à la 20e minute, même si je reste convaincu que c'est pas le tir qu'il voulait faire, il voulait plutôt l'enrouler et il l'a mis au premier poteau, sur une sublime passe d'ailleurs de Ketelaere, qui a été vraiment intéressant en première mi-temps, contrairement à ses autres compères en attaque. Et puis finalement, on ronronne un peu en seconde mi-temps. Début de seconde mi-temps, je me dis que Bologne va revenir. Et puis c'est un super pressing de Calabria qui fait que Leao délivre une succulente passe pour Olivier Giroud, dont la finition est aussi succulente que la passe, finalement. Et voilà, ça fait un deuxième but. Et Giroud qui a fait un très bon match de A à Z, franchement. Et puis voilà, moi j'étais très content à la 57e parce que déjà il y avait 2-0. Et puis je me suis dit à ce moment-là, ce serait quand même sympa qu'on fasse rentrer Povega et Adli. Et à la 60e, miracle, Pioli m'a peut-être entendu, mais voilà, il y a Povega et Adli notamment qui sont rentrés avec Selmaker, je crois, quelques minutes plus tard. Donc voilà, j'étais très content de voir les premières minutes de Povega notamment, et puis même de Adli qui avait fait une bonne préparation chez nous en pré-saison. Donc voilà, écoute, c'est 2 victoires en 3 matchs, dont un match quand même à l'extérieur face à l'Atalanta qui n'est jamais simple à jouer, même si c'est pas l'Atalanta de ces 4-5 dernières saisons, c'est quand même compliqué d'aller chercher un résultat à l'extérieur là-bas. Donc même si la manière n'y est pas, je trouve que voilà, ça fait quand même 7 points sur 9. Donc écoute, c'est pas plus mal. On est quand même premier du championnat en attendant le match du Napoli, je crois, qui a lieu demain. Donc bon, les voyants sont plutôt au vert, même si je trouve que physiquement certains joueurs sont vraiment pas dedans encore, et on en reviendra peut-être sur les flops. Absolument. Feli, es-tu aussi sévère que notre camarade? Partages-tu son point de vue ou es-tu plus optimiste? Oui et non, parce que finalement, je trouve qu'il y a quand même eu pas mal d'occasions ce soir et on aurait pu faire le break bien avant. Après, c'est vrai que c'est toujours poussif et je note encore une fois qu'on a beaucoup de mal à marquer si c'est pas une contre-attaque ou effectivement une récupération haute, ce qui est notre marque de fabrique. On va pas critiquer ça. C'est le piolismo dans toute sa pureté. Mais c'est vrai que dès qu'on a la balle, finalement, quand l'adversaire est regroupé, on a du mal à trouver la solution. Et là, nos 2 buts viennent d'abord d'une récupération haute, de 2 récupérations hautes d'ailleurs. La première de De Ketelaere qui récupère la balle et qui ensuite donne un bon ballon pour Leao. Et d'ailleurs, pour revenir à la finition du Portugais, je le disais justement sur le forum, en fait, les gardiens n'ont toujours pas compris que la finition du Portugais est médiocre et qu'à la place d'anticiper un plongeon, il faudrait plutôt rester statique et toujours rester au premier poteau parce qu'en fait, c'est vraiment sa spéciale, j'ai envie de dire, au Portugais. Il tire toujours au premier poteau parce que j'ai l'impression que techniquement, il a du mal à ouvrir son pied, à faire un bel enroulé pour tirer au second poteau. Donc, c'est pas la première fois qu'il nous sort ce genre de tir un peu mou du genou, premier poteau, mais qui passe parce que les gardiens essayent d'anticiper. Donc bon, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que la finition du Portugais laisse toujours à désirer. Il a d'ailleurs raté une occasion en toute fin de première période qui aurait pu d'ailleurs nous faire mener très rapidement, doubler le score plutôt rapidement. Mais donc la deuxième récupération haute, celle de Calabria qui pousse à l'erreur en fait Cambiasso, qui la donne à Leao et qui ensuite fait la sublime passe. Donc finalement, moi, je rejoins un peu Aristide parce que c'est pas flamboyant, mais rappelons-nous un petit peu de l'année 2022, et je trouve qu'on est un peu dans cette continuité-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours flamboyant, comme on avait pu l'être, par exemple en 2020, en 2021 parfois, où vraiment ça allait à 200 à l'heure dans tous les côtés, mais je trouve qu'on est assez efficace finalement, et les 3 rencontres ont été gérées de manière assez calme. Finalement, même quand on a été mené contre l'Udinese, par exemple, ou contre l'Atalanta, finalement, on a su revenir au score à chaque fois. Alors bon, contre l'Atalanta, on n'a pas réussi à complètement retourner la rencontre, mais ça reste quand même un début de saison très solide, surtout quand on regarde un petit peu nos concurrents, où on voit déjà des failles chez certains. Chez nous, j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette optique, dans cette solidité mentale en tout cas. Alors effectivement, comme l'a dit Aristide, il y a toujours des problèmes notamment physique. On sent que le début de saison n'est pas encore lancé pour tout le monde, mais mentalement, j'ai l'impression qu'on est toujours
assez fort en tout cas. À voir comment ça va continuer. Je note aussi en ce début de saison une nette progression sur quelque chose qui me tient à cœur, moi, c'est les coups de pied arrêtés. Et je trouve qu'on les tire beaucoup mieux depuis que Benasser a commencé à les tirer à gauche et Tonali à droite, de manière plus régulière, plus constante. Et ben, je trouve qu'on est assez solide. Et même ce soir, je trouve on trouve pas mal de fois nos joueurs en surface, même si ceux-ci placent mal leur tête. Mais c'est quelque chose que je notais en ce début de saison. C'est vrai, Arco, que finalement, Bologne n'a inquiété le Milan qu'une seule fois avec cette frappe de Sansone sur le poteau à la 68e. Donc on confirme que le Milan est solide, comme vient de le dire Feli. C'est pas flamboyant, mais Arco, on en a vu quand même des matchs comme ça la saison dernière. Un certain nombre, je me rappelle du ton de l'émission. Finalement, ça ressemble un peu à ce que disent nos deux camarades ce soir. Ah oui, effectivement, c'est qu'on voit par rapport aux saisons passées, c'est clair que ces matchs-là, on aurait eu beaucoup plus de mal à les gérer, avoir quelques petites frayeurs à gauche, à droite, voire peut-être même un but encaissé que personne n'attendait. Donc justement, on avait une équipe solide et compacte. Et je trouve que c'est un peu sévère de dire que la première mi-temps a été insipide. Je pense que oui, ça n'a pas été flamboyant ni spectaculaire, ça on a tous vu, mais je trouve qu'il y avait quand même c'était quand même agréable d'avoir une équipe contrôlée quand même. Je trouve que là où le Milan a vraiment bien évolué ces dernières saisons, notamment grâce à Pioli et justement à la continuité d'effectifs, c'est que ces matchs-là, maintenant, on peut les gérer. Après une demi-heure, honnêtement, sans prétention aucune, je savais que Milan allait gagner, parce que voilà, on voyait quand même qu'on était plus fort et qu'on gérait quand même sans forcer. Et qu'une fois qu'on aurait mis les premiers buts, ben, la victoire aurait été passée. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc hormis quand Sanson est rentré, qui comme d'habitude a fait un tout petit peu de mal, mais sans vraiment être vraiment très très dangereux. Mais voilà, c'est cette faculté justement de pouvoir enfin dominer l'adversaire et de pouvoir prendre le dessus là où on est favori, ça fait du bien. C'est une certaine là où on a peut-être moins d'intensité par rapport aux saisons passées. C'est peut-être justement un jeu qu'on pourra peut-être plus voir à long terme. Est-ce que c'était jouable de jouer tous les matchs, toute une saison sur 3 tableaux avec une telle intensité? Je ne pense pas. Je pense que pour le physique des joueurs et justement pour la régularité des résultats, je préfère jouer un football comme ça où eux aussi gèrent leur physique. Puisque à part 2-3 joueurs entre effectifs, je pense notamment à Théo qui a un physique monstrueux, personne ne pourra justement gérer 90 minutes de pressing intensif en toute une saison. Tandis qu'un football comme ça, plus calme et plus intelligent, avec des joueurs comme maintenant, comme on a deux cutters qui peut justement garder le ballon et jouer vers l'avant, qui peut justement temporiser et faire reposer un petit peu les autres joueurs, ça va faire un grand bien. Donc je pense que voilà, la tactique qu'on a vue aujourd'hui et qu'on voit depuis le début de saison, c'est une tactique de long terme mais qui va nous faire passer un palier. Alors certes, il y a encore des joueurs qui doivent encore justement aussi passer un palier et qui doivent encore s'adapter à l'effectif. Mais globalement, je trouve que c'est rassurant de voir un jeu comme ça parce que pour moi, on est peut-être encore plus fort justement que la saison passée au niveau justement de la gestion des matchs. Comme voilà, ça a été dit, il n'y a presque pas eu d'erreur qui aurait pu nous coûter un but ni rien. Honnêtement, il y a à aucun moment on est inquiété, donc oui, c'est rassurant. Est-ce qu'il est plutôt bien aussi, parce que si on oublie le côté droit, qui est vraiment un gros point faible, même si j'ai vraiment apprécié la rentrée de Makers, qui était pour une fois, enfin 2 fois, parce que le match avant, il avait été aussi, qui était percutant, qui avait envie de jouer aussi au duel, justement, qui a bien réussi. Je trouve que Adli, qui a pris la place d'un bon de Cutler, justement, a réussi à s'acclimater aussi, même si à les 10 premières minutes on était un petit peu timide, on a bien vu qu'il est monté en puissance et qu'il y a un joueur aussi, tout comme Nebel, qui joue vers l'avant. C'est ce qu'on n'avait pas avant avec nos meneurs de jeu, c'est qu'ils avaient plus tendance à jouer vers l'arrière ou à trouver des solutions latérales. Ici on a deux meneurs de jeu qui aiment bien jouer vers l'avant et qui mettent en avant nos attaquants. Et c'est le rôle pour moi du meneur de jeu et les a enfin. Donc ça ne peut être que positif quand on sait que ces deux joueurs-là ne sont pas encore adaptés et qu'ils doivent encore trouver des marques avec les coéquipiers. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que au début, c'est justement synonyme de grandes choses. Et Pobega, justement, qui m'avait un petit peu, pas inquiété, mais qui me manquait un petit peu d'acclimatation aussi quand il est arrivé. Il y a des très légers doutes sur lui. Aujourd'hui, il est un petit peu gommé parce que je trouve que techniquement, il était plus propre. Il a réussi quasiment tout ce qu'il a entrepris. C'est imposé physiquement qu'il devait faire. Il a joué intelligemment, parfois simplement, mais de bonne manière. Donc ça prouve quand même qu'on a un effectif avec des réserves qui pourront quand même apporter. À voir maintenant avec des champions, avec le manque justement d'expérience, ce que ça va donner. Mais pour le championnat, l'équipe qu'on a actuellement, on peut facilement jouer être aux premières places. Donc maintenant, à voir la malchance qu'on pourrait avoir ou alors la régularité de certains joueurs. Mais en tout cas, je suis quand même assez optimiste sur
déroulement de ce match. Bah, c'est vrai que c'est comme d'habitude la Ligue des Champions qui sera le grand révélateur. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors du mot de la fin avec ce tirage qui n'est pas le pire des clubs italiens. On y reviendra. Passons au tableau d'honneur avec l'homme du match d'Aristide. L'homme du match, j'ai longtemps hésité, mais je vais choisir un milieu de terrain qui pour moi est l'homme de ce début de saison d'ailleurs, si je dois généraliser un petit peu, c'est Ismaël Bennacer. Pourquoi? Parce que Ismaël Bennacer aujourd'hui c'est lui qui tire la baraque au milieu de terrain, quoi. Je vais en venir plus tard sur la forme et la méforme de chacun, mais Bennacer il est vraiment en grande forme et je l'attendais pas à ce niveau physique si tôt dans la saison, surtout quand on voit les saisons passées de l'Algérien, donc vraiment très bonne surprise, beaucoup de récupération qui soulage le milieu de terrain et la défense et d'interception en première mi-temps, des passes bien senties vers l'avant, il est partout, il fait pas de faute. Non, là on est sur on est sur un début de saison de Bennacer sur ses 3 premiers matchs au même niveau que son prime chez nous il y a peut-être 2 ans quand il est arrivé, quoi. Donc un très bon match de l'Algérien et j'espère que il va pas être à l'instar de beaucoup de joueurs qui ont besoin d'être en forme physiquement pour performer. Je pense notamment à notre capitaine Calabria. J'espère qu'il va pas se blesser et qu'il va continuer avec nous encore quelques mois parce que franchement quand il est dans cette forme physique il est vraiment intouchable. Feli. Mon homme du match à moi, c'est, je dirais plutôt l'autre homme fort de ce début de saison. Alors, je suis d'accord pour dire que Bennacer a été le meilleur de nos joueurs les 2 premiers matchs, mais ce soir, je trouve que Kalulu l'a surpassé parce que c'est le premier match avec un clean sheet cette saison et c'est pas anodin. Tant d'abord, Bologne n'a pas été exceptionnel offensivement. Je crois que je sais même pas s'il y a eu un tir cadré du match. Il y a peut-être eu une frayeur à un moment sur un centre à Arnautovic, mais Kalulu a vraiment été exceptionnel du début à la fin. Je trouve qu'il continue sur sa lancée de fin de saison. Pour moi, c'était notre meilleur joueur. Et il commence à prendre le leadership en fait de cette défense avec Tomori. Les deux sont vraiment très très bons, mais il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'encore plus fort chez Kalulu. J'ai l'impression qu'il arrive à sortir encore plus vite sur les défenseurs. En termes de relance, il est plus intéressant. Je sais pas, il y a quelque chose avec ce joueur qui fait que on le voit tout de suite sur le terrain. Ces récupérations ultra hautes qui permettent des contre-attaques. Il a d'ailleurs failli marquer un but sur une passe tout bonnement exceptionnelle de Charles De Ketelaere. Donc pour moi c'est vraiment lui qui doit être notre homme du match ce soir, d'autant plus que c'est souligné par notre premier clean sheet de la saison. Oui, l'action à laquelle tu fais référence a eu lieu à la 26e minute, c'est Kalulu donc qui s'appuie sur De Ketelaere et qui manque de très peu le deuxième but, tu as raison de le souligner. Voyons si Yarko valide. Je valide, mais voilà, moi j'hésitais entre 3. Mes 2 collègues ont très bien parlé des 2 autres que j'hésitais, donc je parlais de Théo Hernandez. Ça n'a pas forcément, même s'il était très bon ce soir, ça n'a pas forcément été meilleur que oui, je pense que Kalulu et Bennacer ont été encore un petit peu au-dessus tant ils ont brillé. Mais j'ai envie de reprendre sur le début de saison, je trouve qu'il a encore pris du grade, Théo, pardon. Avant, on savait très bien qu'il avait un impact sur son couloir, mais je pense que maintenant, il a un impact sur le jeu global. Il rentre beaucoup dans l'axe du jeu. Il va même sur le côté droit. Il est important partout. Tu as l'impression, si tu regardes, je suis sûr, si on regarde une carte de l'endroit où il se trouve sur tout un match, ça va être rouge partout. Je ne sais pas ce qu'il prend, parce que voilà, il a une condition physique qui est impressionnante, parce que tu as l'impression que dès qu'il est lancé, il n'y a rien qui va l'arrêter. Et la différence d'avant, c'est qu'il a beaucoup plus de maturité et les courses qu'il fait sont utiles. C'est pas des courses d'envie, c'est des courses qui vont impacter les jeux. C'est soit des courses qui vont te faire gagner une faute, c'est des courses intelligentes. Et voilà, c'est comme il dit, c'est un joueur qui peut maintenant jouer partout. Je suis sûr que tu pourras même le mettre milieu défensif devant la défense et se repère, parce qu'en milieu du match, il le fait. Donc il le fait assez régulièrement. C'est un petit peu comment on appelle ça, le régulateur de l'équipe. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Le régulateur, pardon, de l'équipe. C'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est que quand il sera pas là, si un jour il est blessé, Ballo-Touré. Aussi, voilà. Maintenant, Ballo-Touré, je trouve qu'il a été correct. Son début de saison, ses pré-saisons étaient correctes. Mais c'est plutôt dans le sens que Théo est tellement important dans le jeu et dans l'impact de l'équipe. Puisque même quand l'équipe joue à un rythme bas, Théo il joue toujours à un rythme haut. Et c'est toujours lui qui arrive justement à donner du rythme à l'équipe. Rien qu'à lui tout seul, rien qu'avec une course de 40 mètres. Donc quand il ne sera pas là, voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est comme Kessié l'année passée, enfin l'année avant, quand il avait été excellent. Qu'on se demandait ce qu'on allait faire sans lui. Cette année-ci, c'est Théo. Qu'est-ce qu'on fera quand il ne sera pas là? On n'a pas de réserve à son niveau. Et je ne dis pas ça pour incriminer Ballo-Touré. Je dis justement ça pour souligner
le très très haut niveau que Théo nous montre ces temps-ci, et l'importance qu'il a dans l'équipe. Et voilà, je suis curieux de voir, enfin curieux, pas pressé, mais en tout cas curieux de voir ce que le Milan donnera sans lui. Mais je pense que ça se ressentira très fort. Mais bon, voilà, c'est bien la preuve que c'est un joueur qui a vraiment passé un gros palier malgré sa grosse saison l'année passée et voilà, qui est peut-être pour moi le joueur qui a plus de leadership justement dans l'équipe. Même si son comportement, parfois, certains joueurs, certains supporters ne l'aiment pas, mais je trouve qu'un joueur qui a un comportement un petit peu irritant pour l'équipe adverse, c'est important. Chaque équipe doit en avoir un. Bien, passons au point négatif avec la déception d'Aristipp. Bah, enfin, comme d'habitude, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui défendent ce joueur et qui le préfèrent à un autre, mais moi je trouve que Messias, c'est plus possible, quoi. Enfin, dans le débat Selmakers-Messias, dont on parle depuis presque 2 ans maintenant, moi j'ai toujours été pour le Belge, et c'est pas aujourd'hui que ça va déroger à la règle. Que des passes ratées, que des mauvais choix, que des dribbles ratés, voilà. Alors, je dis pas que le Belge est 100 fois meilleur, mais moi je le préfère parce que plus collectif, parce que déjà je trouve qu'avec Calabria, ils s'entendent beaucoup mieux sur le terrain, parce que le Belge a quand même moins de déchets techniques, et puis enfin il y a tout qui et puis il est plus jeune aussi, et puis enfin après l'argument de Messias c'est quoi? C'est le nombre de buts, etc. Il est marque des plus buts, oui. décisif, en tout cas c'est ce que disent ses avocats. Oui, alors c'est Parce que sûr, défenseur, avocat, c'est trop fort. mais après, quand tu tentes 4 tirs par match, effectivement, que tu marques un but tous les 5 matchs, c'est heureusement, j'ai envie de te dire. Ça me rappelle, c'est ce qu'on disait sur Hakan Çalhanoğlu, rappelez-vous, il y a pendant 4 saisons. Tu regardes les stats de Hakan 2017, 2018, etc. T'es quoi? T'es à 7, entre 7 et 10 buts par saison avec autant de passes décisives. C'est pas dégueulasse. Ben oui, mais effectivement, quand tu tires 5 fois dans un match, bah, tu marques un but tous les 3-4 matchs. Enfin, c'est le minimum, quoi. Ce que je veux dire par Messias, c'est qu'effectivement, contre l'Atalanta, il nous vendange une grosse occasion. Il est tout seul devant le but. Il doit marquer aussi 1 ou 2 fois aujourd'hui. Et à la fin, bah, il n'y a aucune passe D, aucun but. Mais il tente énormément, en fait. Donc, pour moi, c'est pas un argument que ce gars-là soit devant Selmakers parce qu'il marque 5 buts par saison, quoi. Parce qu'effectivement, il en tente 100 fois plus. Donc, il a heureusement et puis il est bien plus soliste. Donc, non, pour moi, le Belge doit passer devant. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé sa rentrée, comme la rentrée d'Adli. Je trouve que d'ailleurs, les deux ont fait un peu la même entrée avec Pobega, d'ailleurs, les trois, dans le sens où de la 60e à la 70e, on les a pas beaucoup vus, et puis je trouve qu'ils sont montés en température, ils sont montés un peu dans le match petit à petit, et j'ai trouvé quelques échanges entre Adli et Selmakers très intéressants. Je crois que je sais plus quel commentateur en première mi-temps disait que la relation entre Leao et De Ketelaere n'était pas évidente, mais j'ai trouvé au contraire celle de Selmakers et d'Adli, voire même Pobega, parfois du jeu en triangle, assez intéressante. Donc non, à revoir Selmakers, à revoir pour moi titulaire, Adli à revoir également, mais voilà, pour moi Messias aujourd'hui il a juste tout perdu parce qu'honnêtement c'était encore ridicule aujourd'hui comme à l'image de son début de saison. J'ai toujours peur quand tu parles des commentateurs, mais là pour une fois tu en dis du bien. À noter quand même qu'il y avait Daniel Bravo et que Daniel Bravo était un joueur extraordinaire, celui qu'on appelait le petit prince à Nice, qui a joué au PSG, que j'ai rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs, qui était un type très sympathique, excellent milieu de terrain, le numéro 7 parisien, et qui me laisse d'excellents souvenirs. Feli. Moi, concernant mon flop, bah, je dirais plutôt. Alors oui, je rejoins Aristip. Enfin, moi, le débat Messias des Saelemaekers, je prends plus le parti. Hein. Pour moi, c'est celui qui est le plus en forme. Hein. C'est la forme du moment. Là, le Belge a l'air d'être plus en forme que le Brésilien. Dans 2 matchs, ce sera après qui sera titulaire. Enfin bon, et ce sera à nouveau le Brésilien. Donc, je vais pas refaire le fameux théorème de Roland. Mais pour moi, c'est vraiment du kiff-kiff. Le prochain match sera sans doute Saelemaekers. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est tout bonnement scandaleux qu'on recommence une saison avec eux. Mais bon, soit, on le sait. Donc, je vais pas m'attarder sur ces 2 joueurs-là. Je vais plutôt parler de Tonali, qui je trouve a été très très mauvais aujourd'hui. Et ça m'a surpris qu'il ait resté tout le match. Parce que je l'ai pas du tout trouvé dedans, et ça, je pense, depuis le début de la saison, j'ai l'impression que l'Italien n'a pas lancé sa saison. Alors j'étais complètement d'accord avec ce qu'il a dit lors du match, après le match contre l'Atalanta, où il a un peu poussé une gueulante et a dit que les joueurs devaient se mettre en tête que c'était une nouvelle saison, qu'on n'était plus sur la même que celle du Scudetto. Mais ça le concerne également, et je trouve que son début de saison est pas top, à l'instar de Leao. Et effectivement, comme le dit Aristip, les deux sont physiquement, c'est ceux qui sont le plus aux fraises selon moi.
Leur prépa, je sais pas ce qu'ils ont fait cet été, mais leur prépa est pas bonne. Et les deux n'ont pas l'air prêts quoi pour leur saison. Alors pour l'instant ça passe et de toute façon on n'a pas d'autre alternative. Léao qui a été très très mauvais en première mi-temps. Alors il marque le but, donc ça adoucit son bilan, mais en deuxième mi-temps il a réussi à prendre un petit peu le dessus. J'ai vraiment trouvé très très bon en deuxième mi-temps Léao, mais sa première mi-temps était vraiment mauvaise malgré le but. Bah, c'est à la fin de Tonali pour moi les deux qui étaient nos deux révélations de la saison dernière. Et bah, en ce début de saison je trouve qu'ils peinent beaucoup à retrouver leur niveau. Alors ça va sans doute venir hein, parce que c'est des joueurs de talent, de grands talents, on le sait, mais je préfère juste enfin voilà le dire et le souligner parce que on l'a pas beaucoup j'ai pas remarqué que ça a été beaucoup souligné. On parle beaucoup de Léao, mais je trouve que la saison de Tonali n'est pas guère mieux, en tout cas pour ce début. Tonali qui a même fait un malaise en première mi-temps, hein. Donc c'est Ah peut-être ouais. pas un hasard, c'est le seul qui a fait ça. C'est toi qui disais, qui te posais la question de son sérieux cet été. Je pense pas que ce soit le genre quand même, hein, à faire n'importe quoi. Il me semble même qu'il est arrivé plus tôt que les autres à l'entraînement, si je ne m'abuse. Seulement, il a eu une petite blessure avant le début de saison. On pensait même que ce serait grave d'ailleurs, hein. On avait quelques appréhensions, on pensait que ça pourrait durer un mois. Finalement, il est rentré assez vite. Je sais pas s'il y a un lien, mais tu as raison, hein, il est à court il manque de souffle, il est à court de conditions physiques. Ça va sans doute revenir, mais c'était pas terrible. Je suis d'accord. Moi, j'aurais pas dit très mauvais, je pense que c'est excessif, mais j'aurais dit assez moyen. Ouais, c'est un match décevant de sa part. En fait, c'est physiquement, il y a le physique, effectivement. Alors moi, je ne remets pas en cause son intégrité sportive, hein, ni à lui, ni à Léo d'ailleurs. Hein. Léo, je pense pas que c'est tant une question de sérieux, de motivation, c'est une question de préparation, en entretien avec les entraîneurs et les préparateurs physiques, etc. Mais j'ai l'impression aussi que c'est deux joueurs qui ont pas mal de pression. Et j'ai l'impression que les deux le subissent pas mal. Hein. Et Tonali, on sait que c'est quelque chose qui l'a beaucoup peiné, notamment lors de sa première saison. Et là, j'ai l'impression qu'il a un peu qu'il est un peu plus affaissé. Hein. On avait vu physiquement la différence avec sa deuxième saison où il était beaucoup plus en confiance. Et là, j'ai l'impression voilà, qu'il resubit un peu la pression. Donc, à voir comment il va gérer ça. Parce que même défensivement, je le trouve beaucoup moins serein qu'avant. Il a failli nous coûter un penalty parce que sur Oui, une qui aurait dû être intervention. sifflé d'ailleurs. Oui, j'ai pas compris moi, et qui a pas eu de penalty hein, d'ailleurs. On le dit là parce que bon, c'est l'occasion de le dire, hein, mais Oui, il c'est rate vrai. son intervention offensif. La balle part sur Tomori. Bon, Tomori ensuite il fait faute, mais l'erreur vient de Tonali. Et pareil défensivement, il se fait passer très facilement, je trouve, en un contre un. Donc, alors oui, c'est physique, mais c'est aussi mental, je pense, pour l'Italien. Erco, Bah oui, en parlant du flop, oui, j'avais parlé de Messias, même si est-ce qu'on peut définir un flop, un joueur dont on n'entend rien, c'est compliqué. C'est le problème, c'est que voilà, même si sur le fond, c'est pas de sa faute s'il a pas de niveau, ça on savait depuis le début, depuis qu'on l'a recruté. C'est même pas un joueur qui, je pense, a un niveau pour la Serie A ou alors dans les bas-fonds. C'est plus le côté impactant sur le jeu. C'est que le problème, c'est qu'un match comme aujourd'hui, c'est parfait exemple. Léo n'est pas dedans, il n'est pas encore à 100% physiquement, on le voit. Mais justement, est-ce qu'il est aidé par le fait de ne pas avoir de pendant à droite, un mec qui pourrait justement rééquilibrer un petit peu le jeu et que 90% des ballons maintenant passent par Léo, parce qu'on sait très bien que du côté de Messias, ça fera rien. Donc on a bien vu, je trouve, en deuxième mi-temps, ça a été mieux à partir du moment où ce Macker s'est rentré. Parce que, non pas, parce que voilà, c'est pas un joueur brillant non plus, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que ce Makers apporte plus de solutions offensives aux autres joueurs, apporte plus d'appels. Il a quand même été, je trouve, un peu plus brillant sur le plan de la percussion aujourd'hui. Et ça permet justement à Léo de pas toujours faire beaucoup d'appels comme ça, de pas toujours devoir être mis à contribution par l'équipe, et justement d'avoir moins de poids, comme ça a été dit, sur ses épaules. Or que, justement, dans une période qui est un peu plus délicate pour lui. Donc, voilà, oui, il n'est pas en forme, c'est une certitude, encore physiquement, il n'est pas à 100%. Bah, il y a d'autres joueurs qui sont comme ça. Je me rappelle, comme Brosigny aussi, il fallait quelques temps pour qu'il soit lancé. Mais quand il était lancé, c'était parti jusqu'à la oui, mais fin en de la fin de saison. carrière, c'est-à-dire qu'Ambrosini, quand il avait plus de 30 ans, Oui, oui, c'est à un ça, certain oui. âge. Mais enfin, c'est Oui, pas c'est le cas ça. de Tonali ou de Léao. Non, mais c'est peut-être aussi des joueurs comme ça, voilà. C'est parce qu'on est habitué à avoir des mecs comme Kalulu ou Théo qui sont à 100% dès les premiers matchs de la saison. Et il y a peut-être des joueurs comme ça qui, voilà, en plus, Léo, c'est quand même un joueur qui est fort athlétique et qui compte quand même beaucoup sur sa forme physique, que ce soit pour la puissance ou la vitesse ou les accélérations. Et comme c'est aussi un joueur dont on a tendance à demander beaucoup dans les courses, parce qu'on aime bien lui lancer des longs ballons, parce que c'est très bien qu'il y a beaucoup de chances qu'il aille le récupérer. Ben oui, s'il suffit qu'il ne soit pas à 100% à ce moment-là,
Ça va, il y a peut-être pas non plus le même entraînement, et peut-être, je vais pas dire pas sérieux, mais il y a peut-être des entraînements un peu moins intensifs que certains le font en tout cas. Enfin, ça fait un but, une passe décisive, hein. Moi je veux bien. Ah oui, c'est ça. Et Ah ce oui. que j'allais dire, c'est que malgré tout ça, bah, il y a des stats qui parlent pour lui. Donc, voilà, on peut pas dire qu'il a été mauvais grâce à ça, c'est certain. Même si son but, voilà, je pense qu'il est quand même chanceux, c'est plus une erreur de gardien qu'autre chose. Mais bon, il le marque, donc c'est une stat quand même qui à prendre en compte. Mais voilà, arriver à avoir des stats avec un match qui, globalement, a été relativement moyen en étant gentil, bah, c'est quand même la force d'être des bons, voire des très bons joueurs. Donc, on peut pas non plus descendre maintenant, au moins de là, parce qu'il y a que 3 matchs, c'est compliqué. Mais voilà, on va devoir en entendre un petit peu plus sur comment dire, pour les prochains matchs. Mais je pense que le problème justement de son manque comment dire, d'aide du côté droit en tout cas, ben voilà, ça fait que l'enfoncer comme il est dans sa forme actuelle. Donc, si on règle pas ce problème, justement de trouver un mec comme Ziyech, mais voilà, c'est un nom que je sais puisque c'est un nom dont on a beaucoup parlé. Ben, ça va être compliqué aussi pour lui parce qu'il va devoir être à 100% tout le temps. Et quand il sera pas bon, ben, on va lui tomber dessus parce qu'on le verra beaucoup plus. Donc voilà, même pour lui, c'est une charge mentale qui est effectivement importante puisqu'on en demande beaucoup trop de lui. Tous les grands joueurs peuvent avoir des moments un peu bas. Ben, la différence, c'est que les autres grands joueurs, ils ont d'autres joueurs, enfin d'autres coéquipiers qui peuvent briller à sa place. Là où Léao, offensivement, ben, en tout cas jusqu'à maintenant, même si on a eu des recrutements qui ont un petit peu changé la donne, mais jusqu'à maintenant, Léao, c'est le joueur dont on attend le plus gros de la percussion offensive. Donc voilà, j'espère que ce problème, enfin il ne sera pas, parce qu'il n'y a aucune rumeur qui va dans ce sens-là jusqu'à maintenant. Mais voilà, je pense que ça va être très très problématique, en tout cas au moins pour la Ligue des Champions, jusqu'au mois de janvier, si ça continue comme ça, en tout cas d'un point de vue du recrutement. Aristide, de quel joueur bonus souhaites-tu parler ce soir? Bah, mes compères, enfin Feli a très bien résumé pour Kaloulou, ce que je pense de lui, c'est exactement ça. Théo Hernandez pour Arco, donc très bien. Moi, je vais parler juste de Charles de Ketelaar, puisque finalement on en a assez peu parlé aujourd'hui. Bah écoute, enfin surtout en première mi-temps, puisqu'il est sorti assez tôt, mais la première mi-temps, c'est l'un des seuls qui marche pas à côté de ses pompes, quoi. Donc il y a une passe décisive qui est simple à faire, mais il a d'être dans le bon tempo à Léao à la 20e minute. Mais quelle passe il fait à Kaloulou à la 25e, elle est superbe cette passe du gauche, je crois. Kaloulou, malheureusement, là, voilà, n'est pas assez lucide pour la remettre à Giroud directement. Non, il a fait même plusieurs passes clés à la 56e. Il fait une belle percée juste avant de sortir à la 55e. Je crois qu'il provoque un jaune d'ailleurs, hein, sur le milieu de terrain de Bologne. Mais moi, je trouve que pour une première, c'est ce que j'attendais d'une grande première en fait de Ketelaar. C'est un joueur qui se rend disponible, qui ne se cache pas et qui tente. Et moi, je trouve qu'il a réuni ces 3 conditions. Donc, je suis plutôt convaincu, même très content. Et enfin, je vais parler d'un autre joueur dont on n'a pas du tout parlé Ah, mais ce tu soir. refais toute l'équipe, toi? Non, juste en deuxième et c'est fini. Ah, ouais, d'accord. On n'a pas parlé de Giroud, mais moi je trouve qu'il a tout réussi aujourd'hui. Je l'ai trouvé très très précieux. Des déviations bien senties à la 20e, 33e, 45e. Un beau tir à la 44e, ponctué par un superbe but, parce qu'on n'a pas trop parlé de son but, mais son but c'est du Giroud, quoi. À la Ah, très beau. 57e, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, effectivement, il prolonge le ballon en fait en changeant juste, pas la trajectoire, mais la manière dont le ballon va plutôt en A enfin, en haut ou en bas pour tromper le gardien. Moi je trouve ça superbe. Et toutes les déviations étaient réussies. Il aurait pu, d'ailleurs, c'est lui qui fait la superbe déviation à la 44e ou 45e, qui lance Léao tout seul. Mais non, je l'ai trouvé vraiment très bon, d'ailleurs, physiquement, Giroud, alors qu'il était blessé comme Tonali lors de la première journée. Voilà, c'est top d'avoir un peu de concurrence avec Rebic sur ce poste. Feli? Également, je voulais parler de Charles de Ketelaar, hein, qui a éclaboussé le terrain de sa classe. Moi, j'ai trouvé très très bon. Hein. Franchement, s'il avait sorti une deuxième mi-temps de la prouesse de sa première, alors il sort, donc il n'a pas pu le faire. Mais s'il avait pu le faire, ça aurait été mon âme du match, hein, parce que franchement, il a été très très juste. Il faut juste qu'il soit plus consistant sur le match et qu'on le voit peut-être un peu plus. Mais chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Et c'est ça qu'on attend d'un 10. Qui plus est d'un 10 créatif, qui fait les retours défensifs, qui fait le pressing, puisque le but vient de sa récupération. Donc je pense qu'on va vraiment vivre une belle saison avec lui et Léao et Giroud, et j'espère que les trois vont s'entendre à merveille. Et je souligne aussi, comme l'ont déjà répété mes collègues, les très bonnes rentrées d'Adli, de Povega et de Saelemaekers, effectivement. Mais surtout d'Adli, que j'aimerais bien voir plus souvent.
Erko? Bah, je vais évidemment parler de Coutinho, que c'est ce joueur dont j'ai pas encore parlé non plus. Mais j'avais de commencer un petit peu par le côté négatif des soi-disant spécialistes d'Internet, des médias, qui commençaient Toujours justement dans la mesure, Erko. Vas-y. Ah non, mais là, je vais t'expliquer. Ah non, mais je te crois, oh là là. J'ai vu des interviews de soi-disant spécialistes du métier du football qui paraissent de Coutinho en disant c'est un joueur, c'est un bon jeune mais qui n'est pas assez rapide, c'est un bon jeune qui manque de physique, qui va devoir travailler son physique. Ah bah c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Et voilà, est-ce que c'est ce qu'on a vu ici et depuis le début de saison quand il rentre? Pas du tout. C'est peut-être aujourd'hui le joueur qui a peut-être gagné plus de duels physiques. Et justement, sur la vitesse, on a bien vu avec son grand pont qui était parti justement un peu en arrière par rapport à l'autre joueur qui réussit à rattraper. Et puis, le plus important, c'est que c'est un joueur qui est rapide balle au pied. C'est ce qu'on attend des grands joueurs, des joueurs qui sont élégants. T'as l'impression que les ballons leur collent au pied et qui a un plus à la différence, c'est qu'ils savent comment faire. Il me rappelle un petit peu sur la passe qu'il fait à Kalulu, même si le contexte est totalement différent, et que la passe est un peu différente aussi. Mais la passe de Pirlo contre l'Allemagne à Grosso, c'est-à-dire que à aucun moment il regarde Grosso. Donc il regarde pas, il regarde jamais vers lui, mais il sait où il se trouve. C'est-à-dire que la passe il l'a fait juste en entendant ou parce qu'il connaissait le mouvement par cœur. C'est exactement ce qu'il a fait avec vous pouvez regarder les ralentis. À aucun moment il regarde dans sa direction. Il a le dos tourné, il se retourne, il regarde le ballon et il envoie la balle. C'est très très rare de trouver un joueur ainsi. Iniesta et Pirlo, c'est les deux seuls joueurs que j'ai connus qui étaient capables de faire ça de manière régulière, évidemment. Xavi aussi peut-être. Et Xavi peut-être aussi. Ça... Mais voilà, de manière vraiment très régulière, c'était vraiment pour moi, c'est vraiment plus. On peut en trouver quand même. Hein. Ouais, Zidane, c'est un petit différent. Je trouve que évidemment, c'est une immense légende, mais dans ce registre-là, dépasse un petit peu les yeux fermés. Je trouve que Iniesta et Pirlo étaient quand même encore un cran au-dessus. Surtout Pirlo qui était pour moi le spécialiste il pouvait jouer les yeux bandés, il trouvait quand même tout le monde. Mais voilà, pour revenir sur le bas, je trouve que c'est peut-être le premier joueur depuis Pirlo qui est capable de faire ça et qui a une facilité technique, c'est que même quand tu as l'impression qu'il rate un petit peu son contrôle, tu peux justement regarder ralenti, même si ce contrôle il est raté, c'est quand même un ballon qui reste sur son pied qui lui colle. Donc voilà, et le seul problème c'est on oublie, non, parce que tout le monde a quand même été assez dithyrambique envers lui, c'est aujourd'hui. Mais voilà, c'est un mec qui est là seulement depuis un mois, même pas un mois, ça fait même pas un mois qu'il est là. Il vient d'un championnat qui est relativement faible quand même, parce que voilà, c'est un joueur qui est un championnat qui est en dessous de celui de la Ligue 1 aussi. Il a 20 ans. Donc, il a 20 ans, et là il a encore évidemment tout à démontrer en Europe, et réussir justement à faire un match, à se montrer, c'était plus quelques éclairs, parce que ça manquait évidemment de consistance. Mais pourquoi ça manquait de consistance? C'est parce qu'il ne connaît pas encore l'effectif, il faut encore qu'il s'imprègne de la tactique de Pioli, et qu'il connaisse ses mouvements de ses coéquipiers. Mais ça, il n'y a aucun doute que ça va arriver. Mais je suis moi-même surpris, parce que je ne m'attendais pas à avoir, voilà, en tout cas, autant d'éclairs aujourd'hui de sa part. Et voilà, comme il s'est montré, il n'a pas eu peur de récupérer le ballon. Et puis, c'est vrai que physiquement, il m'a quand même impressionné. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne autant de duels directement. Je savais bien que c'était un joueur qui était solide. Mais là, quand même, dans sa conservation de balle et dans la récupération, parce que de la passe qu'il fait à VO, même si elle est simple, c'est lui qui va s'en chercher, parce que c'est lui qui récupère le ballon aussi. Donc, c'est un but qui vient 100% de sa part. Et donc ça veut dire qu'il a pris toute la pression qu'il avait, puisque c'est quand même un transfert à 30-35 millions, ce qui est quand même énorme pour le Milan actuel. Et donc les supporters avaient beaucoup d'attentes, et malgré tout ça, tu as l'impression que lui, il ne ressent pas la pression. Et ça va être sa force, c'est qu'il va être capable de faire briller les autres. Et c'est ce qui va justement être un gros plus pour nos attaquants, c'est que le manque de finition qu'on avait peut-être avant, je pense que c'était surtout aussi un manque de lucidité du mur de jeu qu'on avait, et que ça va être en partie réglé, en tout cas cette année, grâce à ça. Bah écoute, c'est très intéressant tout ça. En tout cas, quand tu évoques Pirlo et Grosso, tu fais presque mal, parce que tu rappelles une époque où il y avait encore quelques Italiens en Italie. Trop peu, hein, déjà à l'époque, je me plaignais, mais alors là, évidemment, ça c'est, comment dire, la décadence est en train de trouver son point d'orgue. J'ai vu au passage que Gravina voulait augmenter les quotas de joueurs formés en Italie de 4 à 5, ce qui est évidemment bien trop peu. Pour moi, il faudrait un plan pour passer à 10, puis 15 sous 5 ans, et là, on retrouverait des équipes vraiment italiennes, mais nos dirigeants manquent d'envie
d'ambition et de courage, ce qui cause la perte de la nationale et d'une part, et puis celle des clubs italiens hein, d'autre part, parce que les résultats sur la scène européenne, ça a été rappelé par les commentateurs Christophe Josse et Daniel Bravo, les résultats sur la scène européenne sont toujours aussi médiocres, et donc pour moi c'est perdant-perdant, il est temps de briser ce cercle vicieux. Donc quand tu me rappelles cette époque, la 2006, forcément, c'est la nostalgie, le titre de champion du monde et des temps bénis où supporter une équipe italienne, que ce soit un club d'ailleurs, comme le Milan qui finissait en demi-finale de Ligue des Champions cette année-là, où la sélection nationale était particulièrement jouissif. On va passer au mot de la fin d'Aristide. Bah, la transition MJ que tu viens de faire est tout trouvée, puisque j'allais parler évidemment du tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu cette semaine. Je voulais parler du Milan, mais aussi plus globalement des clubs italiens. Donc le Milan, comme vous le savez, a tiré Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Donc finalement un groupe alors assez abordable dans le sens où effectivement tu as une grosse équipe qui est Chelsea. Pour le reste, ça reste quand même à notre portée. Même ah bah si là je on pense doit passer. pas... Si on passe pas, là il y a un problème quand même. Ouais, alors après, attention, parce que Salzbourg a quand même plus d'expérience, c'est toujours pareil, ils ont plus d'expérience, ils ont l'habitude de jouer l'Europa League à la Ligue des Champions, surtout la Ligue des Champions, je crois qu'ils l'ont déjà joué 2-3 fois, c'est pas tout à fait notre cas, donc ça va pas être facile, même si c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est plus simple que l'année dernière quand même, enfin moins difficile. Ah oui, l'année dernière c'était le groupe de la mort, oui, complètement, et puis les arbitres de la mort aussi, donc ça faisait beaucoup, mais oui, normalement on doit passer. La Juventus qui hérite quand même de Paris, du Benfica et de Haïfa. Donc voilà, ils joueront la deuxième place. L'Inter qui tombe dans le groupe de la mort, quasiment le même que nous l'année dernière, c'est-à-dire avec le Bayern, le Barça et Plitzen, je crois. Et enfin le Napoli qui tombe avec Liverpool, l'Ajax et les Rangers. Et tu vois, en fait, tu parlais des performances des clubs italiens en Ligue des Champions. On en parle souvent dans les émissions assez régulièrement. Tu en parles à juste titre d'ailleurs, tu nous fais les rappels et puis moi je commente. Ouais, c'est vrai, et tu vois, c'est la première année, MJ, j'ai pensé à toi quand j'ai vu le tirage, je crois que c'était jeudi, parce que je crois que c'est la première année depuis bien longtemps où je me dis, tiens, c'est marrant, quand je vois les 4 équipes, là, Juve, Milan, Inter, Napoli, j'ai pas envie d'être le pessimiste de service, mais j'en vois aucune, enfin, c'est la première année, en fait, depuis peut-être 7-8 ans où je me dis, mais en fait, il y a aucune sûreté qu'un club de Serie A, au moins un, passe en 8e. Parce que ces dernières années, on a toujours eu la Juve qui était chapeau 1, on va dire. Et au moins la Juve, quand tu voyais le groupe et qui avait l'expérience quand même de Ligue des Champions, ok, ils allaient parfois en finale d'ailleurs, en 2015-2017, mais ils étaient sûrs de passer. Donc au moins, tu savais qu'on allait être bien représenté. Non mais à t'écouter, on a l'impression que passer en 8e, ce serait un exploit. Ce serait quand même la moindre des choses qu'un ou deux clubs italiens passent en 8e. L'exploit, ce serait plus d'aller en demi. Aller en 8e, ce serait quand même normal, théoriquement. Pas tous, mais enfin au moins un ou deux. Théoriquement, regarde, MJ, le groupe de l'Inter, Bayern, Barça, moi je vois pas forcément l'Inter passer. Donc 3e. Milan doit passer quand même. Milan doit passer. Alors Napoli, Liverpool, bah non. Ajax peut-être, mais ça va être en ballottage. Et Juventus, faut voir leur début de saison qui est quand même assez catastrophique dans le jeu. Il y a Paris, donc ils passeront pas. Et Benfica, ça joue au foot. Donc à noter ce que je veux dire, c'est but de Locatelli d'ailleurs qui a été refusé justement pour une main de Vlahovic, plus magnifique. Ah oui, non mais il faut le dire. Mais je pense que Nico est capable de se déplacer au Portugal pour aller supporter Benfica. Ça, à mon avis, ça risque de se produire. Nico, si tu nous écoutes, on te salue. Mais voilà, je te dis qu'effectivement, nous, on doit passer. On doit être deuxième de ce groupe. Mais on n'a aucune sécurité aujourd'hui parce que la Juve nous avait habitués à finalement être toujours depuis des années en 8e de finale. Mais nous, ça fait combien de temps qu'on n'est pas allé en 8e de finale? Donc c'est pour ça que je te dis, je suis un peu inquiet, moi, pour les clubs italiens, encore plus que les années précédentes cette saison. Bah, d'habitude, t'es optimiste et ça se passe mal. Peut-être que cette fois-ci, ce sera le contraire. On verra bien. Vas-y, Philippe. Deux choses. D'abord, pour dire que Pioli vient de confirmer qu'on a signé donc Mathias ou Mathis Thiaw, je sais pas comment ça se prononce, encore un prénom, un nom de famille imprononçable. Donc un jeune talent de Schalke qu'on voulait déjà faire signer au mois de janvier et qui finalement ça ne s'est pas fait. Et donc là on vient de le signer puisque nos autres options n'ont pas abouti. Donc on vient de signer le jeune allemand d'1m94 qui apparemment est très bon au pied et ambidextre. Donc on verra comment ça se passe. Concernant le mercato, puisqu'on est encore en période de mercato, il devrait y avoir encore une signature. Le milieu de terrain et ça patauge depuis qu'on a manqué la signature de Renato Sanchez et Pioli vient juste de confirmer effectivement que Messias et Saelemaekers lui vont comme ailier droit, donc ce ne sera pas pour cette année. On devra encore subir les prouesses du duo brésilo-belge. Magique. Non, le jeune allemand, c'est un défenseur central. Donc,
Il ne reste plus qu'un milieu à signer pour remplacer Kessié numériquement. Donc, dans ces 3 jours, il nous reste 3 jours pour le faire. Mais je voulais juste parler un petit peu de la forme et du début de Serie A parce que j'ai regardé pas mal de matchs, notamment aujourd'hui et hier, les matchs de la Juve, de la Roma, de l'Inter contre la Lazio. Des très beaux matchs d'ailleurs, hein. J'ai trouvé que c'était une belle publicité pour notre championnat, d'ailleurs, surtout celui d'hier. Mais l'équipe qui m'a fait le plus d'impression en ce début de saison, c'est peut-être Napoli, qui pour l'instant est la seule qui n'a fait que des victoires. Contre toute attente. Contre toute attente, hein, contre toute attente. Ils ont affronté personne aussi. Hein. Ils ont affronté personne, je suis d'accord, c'est vrai, hein, puisque là, c'est pareil pour l'Inter, hein, ils ont fait que des victoires, mais là, ils ont vu contre une adversité un peu plus sérieuse, bah, ils ont eu du mal. Donc on verra pour Naples, mais c'est un objectif bien renouvelé, je trouve, et Spalletti est un entraîneur extrêmement sous-estimé, et ce sera toujours une équipe à la lutte pour le top 4. Donc se méfie du Napoli qui pour l'instant est celui qui fait le meilleur début de saison. Concernant notre équipe, par rapport à l'année dernière, déjà ce qu'on peut voir c'est que oui, nos joueurs sont un petit peu en dedans physiquement, mais il n'y a pas de blessure. C'est-à-dire qu'on joue avec notre groupe. Et ça, c'est. À part Zlatan, quoi, mais je sais pas s'il faut le compter. Effectivement, là, ça c'est connu et de toute façon, il ne reviendra pas avant 2022 et on ne sait pas dans quel état. Mais je veux dire que ça, c'est inédit parce que depuis quelques années, notre début de saison, c'est toujours Gabia qu'on voit titulaire. Hein. Gabia, c'est l'abonné de début de saison parce que c'est le seul qui est disponible. On voit Gabia, on voit Florenzi, on voit ces joueurs-là. Enfin, Florenzi, c'est pas une déception. Hein. Quand il joue, il est bon. Hein. Oui, certainement, mais là, Calabria est très solide, donc on va pas rappeler. Speedy comme on l'appelle. Mais donc c'est une bonne chose, je trouve, et c'est un petit peu sur la continuité de de la fin de la saison dernière, parce que on a quasiment plus de blessures et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ce qui nous a permis de faire ce rush pour le Scudetto et je pense que ça va être très important. D'autant plus que on se retrouve. Alors sur le 11 de titulaire, je trouve qu'on perd pas grand chose et je pense même que certains joueurs vont prendre peut-être plus d'assurance et de force et puis on rajoute surtout des Catellar qui va peut-être changer l'animation offensive. Mais par contre sur le banc, l'année dernière on avait quand même 3 titulaires au milieu de terrain, 3 titulaires en partant de début de saison en défense centrale et là on se retrouve avec 2 titulaires et demi en défense centrale parce qu'il y a Kier, on ne sait pas dans quel état il revient, Gabia c'est toujours un petit peu une énigme. Donc on se retrouve avec que 2 titulaires. Là il y a l'Allemand qui va venir, mais pareil, on ne connaît pas vraiment son niveau. Il joue en deuxième division allemande jusqu'à la saison dernière. Et au milieu de terrain, on se retrouve avec 2 titulaires solides qui sont Tonali et Benasser. Mais on le voit, si on a un qui a une méforme, un qui se blesse, on n'a plus la forme de valeur sûre qui était Kessié. Alors certes, il n'a pas fait une grande saison l'année dernière. Une bonne saison sur 4, hein. Sur 5. Je suis désolé, moi, la saison dernière qu'il fait, alors il fait un très mauvais début de saison, mais je trouve que son deuxième partie de saison est solide. Moi j'aurais dit moyenne, mais je te trouve indulgent. On a pu quand même compter sur l'Ivoirien la saison dernière. Et là, on va compter sur Pobega. Alors pareil, c'est un petit peu une énigme à l'instar de Gabia. Je rejoins Erko qui disait que son premier match ne m'avait pas rassuré du tout. Là, il a été beaucoup plus intéressant. On verra ce que ça donne de la durée. Krunic, qui finalement se retrouve toujours quelque part. Alors à chaque fois, on se dit il va jouer moins, mais au final, là, il se retrouve quasiment notre 3e milieu titulaire. Là, il est blessé. D'ailleurs, c'est le seul. Là, il est blessé. Mais Krunic se retrouve toujours par jouer d'une façon ou d'une autre. Il me fait penser à Brocchi, c'est un peu le même genre de joueur, un couteau suisse, un homme à tout faire, un peu comme Jack Caligny à une époque à la Juve. Ça fait du bien, ce genre de joueur, ça sert, puis il est plutôt bon. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis un des fans inconditionnels de notre Bosniaque préféré. Mais ce qui n'empêche que c'est pas sérieux si on va affronter Chelsea avec un double pivot Bakayoko Krunic. Sachant que ça est toujours là. Ouais. Donc, je trouve que vraiment au niveau du banc, on ne s'est pas forcément renforcé. Alors, Rebic semble être revenu dans une bonne forme. Origi, je pense qu'il va faire beaucoup de bien aussi. Mais ça, c'est plutôt offensif. Mais derrière, je trouve que on s'est un petit peu fragilisé. Donc, on verra. Pour l'instant, il n'y a eu que 3 journées en Serie A. 3 bonnes journées, j'ai trouvé, des matchs intéressants. Je trouve que globalement, les niveaux moyens des équipes du bas de tableau se sont affaiblis. Mais devant, ça s'est plutôt renforcé. Donc on verra comment les dynamiques vont évoluer. Mais c'est un plaisir pour moi de retrouver notre cher Serie A. Et terminons cette émission avec le mot de la fin d'Erko. C'est plus une petite constatation qui est aussi, à ma foi, un peu pas mal inquiétante. C'est un petit peu des finances des clubs, notamment en Italie. Si on compare un petit peu justement le mercato par rapport à ce qu'ils font en Angleterre, où une équipe comme des classements comme Leeds peut mettre 40 millions, comme ils l'avaient fait avec De Cautelard,
Ou nous, même un gros club, je suis même pas sûr que ça sache faire actuellement. Quand tu vois West Ham qui met 60 millions pour Paqueta, alors que c'est une équipe de, je vais pas dire milieu de classement, parce qu'ils ont fait une très bonne saison l'année passée, mais quand même de 6-7 premiers. On récupère Donc, 6 millions dans l'affaire d'ailleurs, hein. Et on récupère 6 millions qui vont peut-être pouvoir servir sur un milieu de terrain ou qui ont sûrement servi pour le défenseur qu'on a cité juste avant. Mais voilà, c'est quand même inquiétant de voir que la Serie A stagne. On est toujours plus on avance et plus le retard est important. On envoie Madini, Massara faire un mercato avec un sneaker, c'est 3 Mentos. Et ils doivent encore recruter un milieu de terrain et au meilleur des cas, si c'était possible. Dans l'idéal, on aurait pu prendre un ailier droit, parce que je pense que Pioli n'est pas satisfait de Messias et de Samackers comme titulaire, mais le problème c'est qu'il n'a pas le choix, c'est très bien qu'il n'en aura pas, donc il ne va pas dire on a besoin d'un ailier droit, sinon ça va leur niquer Moras s'il n'y en a pas qui viennent. Donc le problème il est que financièrement je trouve que l'Italie a un gros retard et il n'y a aucun projet pour essayer de compenser ça. Déjà aucun stade n'est fait. Et quand un club essaye d'en faire un comme à Milan, on aimerait débattre tout dans les roues parce qu'il n'arrive pas à trouver un endroit. Donc, et puis dis donc, ça prend du temps avant de tirer bénéfice de la construction d'un stade. On a bien vu Lyon, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Tu construis ton stade, tu investis, etc. Le retour sur investissement, c'est pas tout de suite. Enfin, il y a eu la Covid aussi qui les a pas aidés, hein, mais... Je sais très bien que c'est du long terme, voire du très long terme. On voit bien avec la Juve maintenant qu'ils ne font pas des mercatos à 100 millions d'euros. Mais c'est justement, c'est que à l'heure actuelle, dans 10 ans, je ne vois pas non plus nous améliorer autrement. Donc autant faire justement changer les choses maintenant pour pouvoir justement s'améliorer par après. Autant aussi profiter de ça. Encore une fois, c'est un sujet qu'on parle depuis 10 ans mais qui se fera jamais. C'est de valoriser les jeunes, justement, obliger, justement, tu parlais de mettre 5 Italiens dans l'équipe. Non, mais ça c'est pas assez, c'est ridicule. Gravina pense annoncer une réforme extraordinaire avec ça, mais c'est n'importe quoi. C'est pas parce que tu exiges un nouveau joueur, ce sera un nouveau remplaçant qui sera là pour les comptes. Oui. Hein, alors que si tu en exiges 10 d'un coup, puis 15 d'ici 5 ans, là ça change la donne. À un moment donné, il faut avoir des couilles et puis permettre de redresser le football italien. Ça va rien changer. Mais 10 d'un coup, c'est peut-être beaucoup. Maintenant, si, il se débrouille. Oui, il se débrouille, voilà. Mais maintenant, en tout cas, imposer un quota, en tout cas au moins 2 joueurs titulaires dans l'équipe, genre peut-être 2 pour commencer, voire 2. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, 2 Mais on les a déjà, même nous on les a. Bah oui, mais t'imagines qu'il y a des équipes qui n'ont pas ça en Italie, donc tu peux pas demander non plus de recruter. Eh ben, ils se débrouillent. Voilà. De toute façon, l'Italie ne gagne rien. Enfin, les clubs italiens ne gagnent rien, donc c'est pas ça qui va changer la donne, monsieur. Oui, mais tu peux très bien laisser alors une date butoir, genre d'ici, je sais pas, on est en 2022, d'ici 2026, 27, là tu te dis, là il faudra au moins une moitié d'équipe d'Italiennes, comme c'était avant. Donc, non, avant c'était 8 plus 3, c'était les 2 tiers. Oui, bah oui, c'est encore plus beaucoup plus intéressant déjà. Donc, oui, et on gagnait des titres à l'époque. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a fait qu'on avance dans le brouillard. Et que le jour où on n'aura plus de pognon, la Serie A descendra encore d'un niveau et ça deviendra un championnat de milieu de gamme, sans être méchant, sans voir comme la Ligue 1 actuellement. Donc, à part que la différence, c'est que le problème, c'est que j'ai pas l'impression que des investisseurs qui sont prêts à dépenser, qui viennent en Serie A. Tous les clubs qui rachètent, il suffit de voir Milan maintenant. Je me trompe peut-être, j'espère me tromper parce que j'ai aucune preuve dans ce que j'affirme. Mais j'ai pas l'impression que c'est un mec qui va mettre 150 millions sur un mercato, qui va pouvoir mettre des gros salaires aux joueurs, etc. Donc voilà, encore une fois, j'espère me tromper parce que c'est basé sur strictement rien ce que j'avance. Mais l'impression, le ressenti que j'ai, c'est que justement, les gros milliardaires, les gens qui aiment bien venir dépenser de l'argent, ils viennent pas non plus. Donc c'est à dire que dans les 5-10 années qui viennent, il n'y a absolument rien qui va nous faire remonter la pente financièrement, et il n'y a rien qui est préparé, et il n'y a rien qui est fait pour nous faire remonter aussi sportivement. Donc, à un moment, il faudra peut-être commencer, que j'ai déjà dit 10 fois, mais encore une fois, changer les dinosaures qui servent de dirigeants de la Serie A, et mettre des gens avec une vision des choses, une vision du football italien, qui est beaucoup plus sur le long terme et beaucoup plus moderne. On a bien vu ici avec Maldini qui a remplacé Galliani, c'est un exemple qui est beaucoup plus simple, mais un jeune duo Maldini-Massara avec des idées toutes fraîches, ça a changé Milan. Donc pourquoi 2 jeunes, justement, enfin 2 jeunes, voilà, 2 mecs d'une petite quarantaine d'années avec des bonnes idées. Il est éternellement jeune. Oui, évidemment, ça aussi. Mais pourquoi on voit bien que mettre 2 nouvelles personnes qui ont des idées justement totalement différentes des anciens et qui veulent changer les choses, ça fait pas de mal et ça peut pas empirer les choses. C'est ce qu'il faudrait là aussi là en haut en Serie A pour tous les clubs italiens. Mais le problème c'est que ça se fait pas.
Donc je ne sais pas où on va, mais en tout cas, il faut du changement. Bien messieurs, derby dans une semaine, on essaiera de faire l'émission, mais pour l'instant seul Erco a répondu présent, donc nous verrons bien. Quant à Sassuolo, mardi soir je crois, mardi 18h30 si je ne m'abuse, ça dépendra des disponibilités de chacun. D'ici là, bonne soirée, bon week-end, salut! Salut!